Comment fonctionne le numérique et quel est l'impact juridique au niveau de la protection des personnes? On voit ça tout de suite, je vous explique. Dans une entreprise, l'utilisation du numérique va nécessiter, va générer en fait l'enregistrement de toutes les actions qui ont été réalisées par les individus en ligne. En fait, vous avez une traçabilité de tout ce que vous faites en ligne puisque c'est un fonctionnement qui est enregistré sur des serveurs qui va suivre, etc. Puisqu'en fait, le numérique a de la mémoire, donc les actions que vous réalisez sont enregistrées sur des serveurs, tout ça. Je suis pas experte, je vais pas plus loin sur ce sujet-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, cet amas de données de ce que vous faites, de vos comportements en ligne, c'est une mine d'or pour ceux qui souhaiteraient l'exploiter à des fins commerciales. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous allez dans un magasin, quand vous achetez en direct, hormis le fait d'avoir vos données bancaires et du coup de savoir où vous avez consommé ou alors de vous suivre à la trace avec un tracker, c'est pas possible de savoir quels sont vos comportements de consommation, à moins de faire des enquêtes. En ligne, en fait, comme tout est enregistré, en fait, on sait tout de vous de façon complètement inconsciente, vous le faites pas exprès, c'est simplement que vous naviguez sur des sites et les informations sont enregistrées. Donc si tout va bien, c'est à des fins commerciales, si ça va moins bien, c'est à des fins de surveillance de ce que vous faites, soit c'est pour des choses peu recommandables, alors notamment pour des entreprises, mais qui du coup vont se faire hacker leurs données pour transmission de données médicales, récupération de secrets de fabrication, etc., etc. Du coup, le droit a dû intervenir face à l'essor du numérique pour protéger les personnes physiques qui sont utilisatrices du web. Donc, première chose concernant l'aspect purement commercial. La navigation en ligne va permettre aux entreprises de récupérer des données sur les consommateurs. Vous avez donc une base de données des gens qui ont consulté votre site internet, qui sont donc des prospects, c'est-à-dire des clients éventuels. L'entreprise va pouvoir vous contacter, pour peu qu'elle vous ait demandé à un moment donné votre adresse mail ou que vous ayez enregistré des choses dans un panier avec un compte, etc. et va pouvoir réaliser de façon un petit peu, pas détournée mais secondaire, du démarchage. Par des newsletters, elle va vous envoyer des nouveaux produits, etc. Pour ça, il y a eu un encadrement. Alors d'un point de vue historique, il y a eu d'abord la loi informatique et liberté, qui a établi un certain nombre de règles qui sont encore en vigueur aujourd'hui, puis il y a eu création de la CNIL qui permet maintenant de réguler l'utilisation des données personnelles. Donc à savoir qu'on a une réglementation qui est quand même extrêmement claire sur les données personnelles et qui va s'appliquer à partir du moment où une personne, par l'utilisation qu'elle fait d'un site internet, peut être identifiée soit par un élément, soit par un croisement de plusieurs éléments qui sont collectés par l'entreprise. À partir du moment où la personne peut être identifiée par un ou plusieurs éléments qui ont été collectés par l'entreprise, se met en place du coup la protection au titre des données personnelles qui entraîne pour le consommateur, l'individu qui a rentré ses propres données, première chose, un droit d'information de la collecte des données personnelles. C'est ce que vous avez fait, autorise, vous savez, quand vous avez la petite case à cocher, autorise la collecte des données personnelles, donc ça, en fait, c'est parce que c'est obligatoire du point de vue de la CNIL. Ensuite, l'utilisation des données personnelles peut pas être faite dans n'importe quel sens ou en prévision de quelque chose futur. Il faut que l'entreprise justifie de la collecte des données personnelles, donc il faut qu'elle soit limitée et proportionnée à l'usage que l'entreprise veut en faire. C'est-à-dire qu'elle peut pas récolter une base de données si elle fait pas de démarchage ou de prospection commerciale par la suite. Donc il faut qu'elle justifie de ce caractère proportionné pour pouvoir collecter vos données personnelles. Au niveau de l'objectif, donc s'il y a un objectif de démarchage et qu'il y a une collecte de données qui est faite dans ce cadre-là, l'entreprise peut pas, après coup, utiliser vos données personnelles à d'autres fins. Donc en fait, elle est obligée de se limiter à l'objectif pour lequel les données avaient été collectées. On ne peut pas, bien sûr, communiquer les données personnelles à un tiers sans consentement préalable, et donc il faut respecter un certain nombre d'obligations, donc en fait c'est des droits qui sont accordés à l'individu qui est titulaire en fait des données personnelles. Le premier, c'est le droit d'accès à ces données personnelles, donc ça doit être marqué quelque part, vous savez, quand vous avez des comptes où vous avez le listing de ce que vous avez rentré comme données personnelles, donc vous avez le droit d'y accéder, vous avez le droit de rectifier les données personnelles, donc les modifier s'il y a des choses qui sont fausses, vous avez le droit de vous opposer à la collecte des données personnelles, c'est pour ça que vous avez la possibilité de cocher ou non la collecte des données, et enfin vous avez le droit d'être déréférencé. Là je pense donc notamment aux newsletters. Quand vous êtes sur des newsletters, vous avez le droit de marquer se désabonner et du coup ne plus recevoir la newsletter. C'est un droit qui est issu de la CNIL.
Le dernier point, c'est que l'entreprise, par la collecte des données, en fait, fait une démarche qui peut vous nuire. Donc à partir du moment où l'entreprise collecte vos données personnelles, de fait, elle s'engage à sécuriser les données personnelles et à éviter les fuites qui sont faites à l'extérieur. Donc ça, c'est d'un point de vue français national. D'un point de vue international, on a eu un relais depuis 2018, qui est le RGPD, donc le règlement européen, qui va étendre la protection au niveau européen à toute entreprise qui soit publique ou privée, quelle qu'en soit la taille, à partir du moment où elle est située dans l'Union européenne ou hors Union européenne lorsque les données collectées concernent des résidents européens. Donc au-delà de ça, vous avez des obligations complémentaires qui sont rajoutées dans le RGPD, notamment le fait qu'en cas de piratage, il faut qu'il y ait une information qui soit transmise à la victime, et du coup la victime a droit à une réparation si jamais l'entreprise avait été un peu négligente dans le traitement des données personnelles. Donc ça c'est la première chose, vous êtes protégé de fait dans la collecte de vos données personnelles. Le deuxième point, c'est que du coup, au-delà de notre identité qu'on protège dans la vie courante par sa façon de se comporter, tout ça, on a de fait un espèce d'alter ego numérique où du coup vous avez une identité numérique qui est proche ou pas de qui vous êtes en fait dans la vie réelle. Et donc du coup il va falloir aussi protéger cette identité numérique. Il y a deux choses, il y a l'identité numérique donc de l'entreprise et il y a l'identité numérique des personnes, et donc pour le cas de l'entreprise notamment des salariés qui sont aussi protégés par le droit. On a une interdiction d'usurper une identité à des fins frauduleuses, c'est un délit, que ce soit pour se venger d'une personne, pour protéger sa propre identité ou pour pouvoir agir de façon frauduleuse en réalisant des actes malveillants. Donc dans ce cas-là, en fait, on n'a pas le droit d'utiliser l'identité de quelqu'un d'autre à des fins personnelles, c'est interdit. Dans cette logique-là, l'entreprise doit également protéger, contrôler sa e-réputation, donc sa réputation en ligne. Alors on l'a dit, en fait, le numérique va permettre aux utilisateurs de pouvoir générer des avis sur une entreprise, vrai ou faux d'ailleurs, mais vont pouvoir communiquer sur l'impression qu'ils ont sur une entreprise. Alors dans le meilleur des cas, ça permet aux autres utilisateurs d'avoir une vision globale qui est proche de la réalité et donc de consommer en connaissance de cause. C'est ce qu'on disait, l'utilisation du numérique permet en fait de diffuser très largement l'information. Nous en tant que consommateurs, c'est chouette. Par contre, il peut y avoir aussi, comme on l'a dit à l'instant, des volontés de vengeance d'un ancien salarié par exemple qui serait mécontent parce qu'il a été exclu de l'entreprise et qui va générer des avis en ligne qui sont faux dans l'objectif de se venger et de générer un bad buzz par rapport à l'entreprise. Donc là aussi, l'entreprise doit protéger sa e-réputation, et donc en fait cette e-réputation, il y a le fait d'avoir un comportement qui est éthique, donc on va favoriser le bien-être de ses salariés, la non-utilisation de polluants, etc. Et il y a aussi le fait que la e-réputation de l'entreprise est générée individuellement par chacun des salariés. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que, en partie, il faut contrôler les actions numériques des salariés pour qu'ils ne nuisent pas à la réputation de l'entreprise, sachant que, on l'a expliqué tout à l'heure, la difficulté, c'est que du coup, le numérique permet de conserver des traces de tout ce qui est fait en ligne. Donc, première obligation, le salarié, dans le contexte de son travail, doit rester professionnel. Vous avez, j'en sais rien, mais une personne d'un service après-vente qui doit répondre à un commentaire qui est fait, en fait, il faut garder sa vision professionnelle et pas commencer à être agressif, insultant, etc. Le danger, c'est que du coup, comme on laisse des traces, ça a un impact en termes de preuves, sachant que, notamment, alors c'était pas dans ces circonstances-là, mais au niveau de la preuve, la Cour de cassation est en train de modifier légèrement sa position, puisque jusque-là, on avait le fait que les preuves qui avaient été récoltées de manière frauduleuse étaient inutilisables, et où là, on commence à avoir un changement de paradigme en disant que, dans certaines conditions, la preuve obtenue frauduleusement peut être exploitée. Donc par exemple un enregistrement audio de quelque chose qui aurait été enregistré sur le net ou les screens de ce que vous avez pu faire, etc. sont exploitables en fait au moment d'un litige. Se pose la question, donc en fait on vient de dire du coup des modalités de surveillance des salariés
lorsqu'ils sont dans l'entreprise. Comment est-ce que je fais pour vérifier qu'ils préservent ma réputation et qu'ils n'ont pas des actions répréhensibles? L'accès au numérique, en fait, a pas donné naissance à cette volonté de surveillance, ça existait déjà. On a de tout le temps eu une volonté de contrôle sur les salariés, puisqu'ils représentent l'entreprise et on veut pas qu'ils aient des comportements qui sont en confrontation avec nos valeurs qu'on véhicule au sein de l'entreprise. Simplement, le numérique a accentué énormément cette volonté de contrôle, puisqu'encore une fois, ils sont seuls face à un poste d'ordinateur et vous ne demandez pas validation à chaque fois que vous réalisez une action en ligne. Il y a deux choses. Il y a le fait d'un côté que c'est légitime pour une entreprise de contrôler le fait que le salarié agit bien sous son... que le salarié respecte bien en fait le lien de subordination et respecte bien les consignes de son employeur. À côté de ça, on a quand même un autre objectif derrière, on a quand même un droit fondamental d'atteinte aux libertés fondamentales. Le respect de sa vie privée, le droit d'expression, etc. Font barrière un petit peu à cette volonté de contrôle de l'entreprise. Donc comment ça s'articule tout ça? La première chose, c'est que déjà l'entreprise se doit de respecter la vie privée de ses salariés. Donc en fait, dès qu'il y a un dispositif de surveillance, il doit être expliqué. On doit donner l'information aux salariés qu'un dispositif de surveillance a été mis en place, donc on doit le porter à la connaissance des salariés. Les atteintes aux libertés individuelles doivent être proportionnées à l'objectif, donc en fait il faut qu'il y ait une raison de contrôler les salariés et il faut qu'il y ait une consultation des représentants du personnel qui ait été réalisée pour que le procédé soit valable. Il faut bien sûr que l'objectif de surveillance soit licite, donc en fait il faut que la raison pour laquelle on surveille soit autorisée par la loi. Au niveau du contrôle, on peut contrôler dans ce cadre-là notamment le poste informatique d'un salarié en sa présence ou non à partir du moment où il est sur son lieu de travail et où c'est un outil de travail. La seule chose, c'est que du coup, on a une limite qui est le respect des libertés fondamentales. Comment ça s'articule? En fait, le salarié a le droit d'avoir sur son poste de travail numérique un dossier qui soit estampillé privé. Et dans ce cas-là, s'il est estampillé privé, il n'y a pas possibilité de consulter sans sa présence et sans son consentement le dossier estampillé privé qui est sur son poste de travail professionnel. Simplement pour aller plus loin et pour parler là de l'aspect volontaire, on a parlé beaucoup de réglementation, à savoir que pour faciliter l'encadrement de l'usage du numérique en entreprise, le fait d'avoir simplement la réglementation et qu'on soit sur des interdictions, c'est des fois un petit peu brut, donc les entreprises vont avoir tendance à mettre en place parfois des chartes informatiques qui vont permettre de préciser les droits et les obligations de chacun. Tout ça pourquoi? Pour davantage de transparence, de fluidité, de communication, et donc du coup il y ait possibilité de faire un bon usage du numérique sans qu'il y ait tout de suite de sanctions derrière et qu'on ait prévenu suffisamment les salariés. Si vous avez d'autres questions sur ce sujet, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, sinon on se retrouve dans d'autres vidéos. À bientôt!